Avez-vous déjà eu un moment où la personne en qui vous aviez le plus confiance vous regarde droit dans les yeux et vous réalisez qu'elle ne vous voit pas du tout? J'étais assis sur le bord de notre lit, la voix basse, presque suppliante. Ça fait un mois, Laura. Même pas un baiser de bonne nuit. Je gardais les yeux sur elle, espérant que le dire à voix haute pourrait briser la distance qui s'était creusée entre nous. Elle n'a même pas bronché. Au lieu de cela, Laura, ma femme depuis 8 ans, la femme que je croyais être mon foyer, a expiré lentement et a dit avec dédain, « Ce n'est pas ce qui fait une famille, Marc. » Ces mots ne m'ont pas seulement atteint, ils se sont plantés en moi. J'ai cligné des yeux, paralysé par la surprise. Elle se tenait sous la douce lueur ambrée de la lampe de chevet, les bras croisés et le menton haut, comme si elle venait de lâcher une vérité morale. Mais ce qu'elle a vraiment lâché, c'est une gifle enrobée d'un air de supériorité morale. Ce n'est pas ce qui fait une famille, ai-je répété, la voix chargée d'incrédulité. Elle s'est retournée, se dirigeant déjà vers la porte. Tu agis comme si je devais te rendre des comptes juste parce que tu te sens abandonné. Peut-être que tu devrais essayer de te connecter émotionnellement au lieu de regarder le calendrier. La porte s'est refermée avec un clic avant que je puisse répondre. Je l'ai entendu s'installer sur le canapé du salon, son nouveau refuge. Apparemment, ces derniers temps, elle avait fini plus de nuits là-bas que dans notre lit. J'ai regardé l'oreiller vide à côté de moi, les draps de son côté encore bien tendus. C'est curieux comme un lit peut paraître froid, même quand une seule personne l'abandonne. Je me suis allongé dans la pénombre, regardant le ventilateur de plafond tourner lentement au-dessus de ma tête, inutile contre le froid qui s'installait entre nous. Et je n'arrêtais pas de penser, comment en sommes-nous arrivés là? Il n'y a pas si longtemps, nous étions le couple que les gens montraient du doigt en disant « ça, c'est de l'amour ». Nous avons acheté cette maison à Glandal, une simple maison de 3 chambres avec des planchers qui craquaient et un jardin assez grand pour des barbecues que nous n'avons jamais organisés. Je faisais mon 9 à 5 au bureau d'assurance, je rentrais à la maison avec des plats à emporter, et elle m'accueillait avec ce petit sourire, prétendant ne pas avoir faim. Nous avions des traditions. Nous avions des blagues internes. Nous avions l'un l'autre. Mais maintenant elle ne regardait même plus en arrière. Je me suis retourné, la lampe projetant mon ombre sur le mur comme un étranger me regardant dormir. J'ai essayé de la raisonner, d'être patient. Mais ce soir tout m'a rattrapé. Ce besoin de connexion, de chaleur, de quelque chose de réel, et au lieu de ça, recevoir une leçon de morale. Je n'étais pas parfait. Je suis le genre d'homme qui range ses chaussettes par paire et ses regrets en silence. Mais je l'aimais. Du moins, je croyais l'aimer jusqu'à ces derniers temps, quand j'ai commencé à me demander si elle m'avait jamais vraiment laissé l'aimer ou si j'étais juste un rôle qu'elle m'avait assigné et qu'elle avait oublié de réécrire. Avez-vous déjà senti votre cœur se fissurer un peu? Pas à cause de quelque chose d'explosif, mais à cause du poids de ce qui manque. Cette nuit-là, dans le bourdonnement silencieux de la chambre, j'ai réalisé quelque chose. Le silence entre nous n'était pas temporaire. Il était permanent. Et quelque chose me disait que la vraie trahison ne s'était pas encore manifestée. Ce qu'il y a avec le silence, c'est qu'il ne reste pas confiné dans une pièce. Il se déverse dans les matins, dans les routines, dans l'espace entre un mari et une femme qui partageaient autrefois tout, même le dentifrice. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette nuit dans la chambre. Laura dormait toujours sur le canapé, bien que « dormir » soit peut-être un mot trop généreux. La plupart des matins, je la trouvais avec son téléphone posé sur sa poitrine, la lumière bleue brillant encore, Instagram ouvert, lui souriant à des inconnus qui ne connaissaient pas sa vérité. Elle n'avait pas mentionné notre dispute, pas une seule fois. Elle se déplaçait dans la maison comme si de rien n'était. Elle se brossait les cheveux, parcourait son téléphone, riait aux éclats de messages qui pour moi n'avaient aucun sens. Pendant ce temps, je restais plus tard au travail, non pas pour des délais, non pas pour des promotions, juste pour éviter de rentrer à la maison. Je me disais que c'était inoffensif, envoyer quelques emails supplémentaires, dîner avec des collègues. Mais en réalité, je ne pouvais tout simplement pas affronter la silencieuse déception qui résonnait maintenant dans nos couloirs. C'est curieux à quelle vitesse l'affection se transforme en absence. Elle m'envoyait autrefois des petits messages pendant la journée, des blagues sur nos voisins bizarres ou sur ce que notre chat avait renversé. Maintenant, les heures passaient et si je lui envoyais quelque chose, même juste un « Comment s'est passée ta journée ?», je recevais un pouce levé ou un « K ». Il fut un temps où elle était la première personne à qui je voulais parler après n'importe quel événement. Maintenant, je me surprenais à écrire une pensée,
quelque chose de banal comme « ils ont encore changé le distributeur automatique » et à m'arrêter parce qu'elle s'en ficherait, ou pire, elle s'en ficherait si peu qu'elle ne ferait même pas semblant. Alors j'ai commencé à écrire à d'autres personnes, de vieux amis de l'université, quelques gars de la salle de sport, juste pour me souvenir de ce que c'était que d'avoir une conversation normale. Pas de flirt, pas de drame, juste une connexion. C'est là que j'ai réalisé que j'avais soif de chaleur comme quelqu'un pris dans une tempête de neige. Et la personne avec qui j'étais marié me donnait de la glace. Un soir, je suis rentré tard. Elle ne m'a pas demandé où j'étais. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. J'ai posé les clés un peu plus fort que d'habitude juste pour voir si elle réagissait. Elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a dit « Tu peux sortir les poubelles avant de te coucher ?» Comme si nous étions deux colocataires partageant un bail. Et c'est tout. Pas de « Salut ». Pas de « Comment s'est passée ta journée ?» Juste une liste de tâches d'une femme qui se blottissait autrefois contre moi pendant les orages. Plus tard, je suis resté dans la cuisine à regarder le réfrigérateur couvert d'aimants de voyage que nous avions fait. Las Vegas, Aspen. Ce week-end de camping désastreux dont nous étions partis plus tôt parce qu'elle ne supportait pas les moustiques. Chaque aimant ressemblait à une relique d'une vie qui ne nous appartenait plus. Je me suis servi un verre d'eau et me suis assis sur le comptoir. Laura était sur le canapé, riant, mais pas avec moi, mais avec qui que ce soit de l'autre côté de cet appel. Je l'ai observée pendant 1 minute. La façon dont elle enroulait ses cheveux. La façon dont sa voix s'adoucissait quand elle disait « Tu sais toujours quoi dire ». Elle ne m'avait pas parlé comme ça depuis des mois. Peut-être que je l'imaginais, mais j'aurais pu jurer que ses yeux ont glissé vers moi à ce moment-là, comme si elle savait que je la regardais, comme si elle voulait que je l'entende. Elle n'a pas arrêté de parler, elle a juste continué à rire doucement comme si je n'étais pas là, comme si je n'étais pas censé être là. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans notre lit. Je n'ai même pas fait semblant. J'ai pris mon oreiller dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte. Et alors que j'étais allongé là, regardant le plafond, tout comme les nuits précédentes, j'ai su que quelque chose était en train de se briser. Pas parce que nous crions ou nous disputions, mais précisément parce que nous ne le faisions pas. Et, honnêtement, cela m'effrayait davantage. C'était un mardi, un de ces jours nuageux et ternes où le ciel ne pouvait pas se décider. J'étais assis sur le banc de musculation de ma salle de sport habituelle, les bras lourds et la poitrine plus serrée qu'elle ne le devrait après une seule série. Mec, ça va? C'était Evan, le gars que j'aidais 3 fois par semaine et avec qui j'échangeais occasionnellement des histoires. C'était le genre d'ami qui ne s'immisçait pas, mais qui remarquait toujours. J'ai hésité, puis j'ai secoué la tête. Non, en fait, pas vraiment. Il a posé ses poids et s'est assis sur le bord du banc d'en face, les coudes sur les genoux. Tu veux en parler? Et oui, je le voulais. Pas tout, juste assez. Je lui ai raconté comment Laura me reconnaissait à peine maintenant. Comment le silence dans notre maison était devenu son propre type de bruit. Je n'ai pas mentionné le canapé, ni les textos, ni la nuit où quelque chose s'est cassé en moi. J'ai juste dit que j'avais l'impression de m'effacer lentement dans le fond de ma propre vie. Evan a écouté sans interrompre. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête une fois. On dirait que tu te vides de ton sang au ralenti. Cette phrase m'a marqué. Puis il a ajouté, tu dois prendre de la distance, mec. Pas fuir, pas tromper, pas tout faire exploser. Juste te retirer. Accorde-toi une pause. Je n'ai rien dit tout de suite. Emménage dans la chambre d'amis, a-t-il poursuivi. Pas par dépit, juste pour tracer une ligne. Parfois, quand ils arrêtent de te voir, le seul moyen de leur rappeler que tu es toujours là, c'est de te rendre invisible exprès. C'était le genre de conseil qui semblait venir de l'expérience. Ce soir-là, je n'ai même pas regardé vers le salon en rentrant. Laura était là, bien sûr, sur le canapé, regardant une série dramatique avec le volume trop fort. Elle n'a pas dit un mot. Moi non plus. Je me suis brossé les dents, j'ai pris une couverture de rechange et je suis allé directement dans la chambre d'amis. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas soupiré bruyamment ni essayé de prouver quoi que ce soit. Je l'ai simplement fermé en silence. Et laissez-moi vous dire, le silence est différent quand vous le choisissez. La chambre d'amis était petite, juste un lit double, un bureau que nous n'utilisions jamais et une lampe avec une ampoule clignotante que j'avais toujours eu l'intention de réparer. Je me suis allongé tout habillé et j'ai fixé le plafond, attendant quelque chose.
Rien n'est venu, pas de coup à la porte, pas de message, même pas un passif-agressif, alors maintenant tu dors là, depuis le couloir. Les nuits suivantes ont suivi le même scénario. Je rentrais, je mangeais en silence, je me retirais dans la chambre d'Amy. Elle ne l'a pas remis en question. Au contraire, elle semblait soulagée. Et ça, c'était la pire partie, car au fond, j'espérais que la distance réveillerait quelque chose en elle. Du regret, de la colère, même de la moquerie. N'importe quoi qui prouverait que j'existais encore à ses yeux. Mais tout ce que j'ai obtenu, c'était la paix. Une paix distante et indifférente. Je passais plus de temps à la salle de sport, j'ai commencé à déjeuner avec des collègues au lieu de rentrer en courant à la maison. J'ai même repris la course, juste autour du pâté de maison. Assez pour brûler le bourdonnement que je sentais dans ma poitrine. Les jours sont devenus fonctionnels. Pas bons, pas tragiques, simplement engourdis. Puis, un après-midi, alors que je sortais de la salle de sport après une longue session sur le tapis de course, j'ai entendu quelqu'un m'appeler par derrière. Et, Marc. Je me suis retourné. C'était Amy, la sœur cadette de Laura. Je ne l'avais pas vue depuis des mois. Elle a souri, s'approchant dans son sweatshirt empli et ses baskets, s'essuyant la sueur du front. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu as l'air fatigué. J'ai esquissé un faible sourire. Ça se voit tant que ça. Elle a incliné la tête, son ton était gentil. Ça va? Et pendant un moment, j'ai presque répondu, mais à la place, j'ai dit, j'y travaille. Amy m'a étudié avec une sorte de douceur dont je ne me rendais pas compte que j'avais besoin. Et dans ce bref et silencieux moment à l'extérieur du parking d'une salle de sport, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. D'être vu, pas comme un raté, pas comme un mari en déclin, juste comme un homme. La fête d'anniversaire était pour quelqu'un de la rue, un type nommé Joël qui grillait des steaks et du poulet avec le sérieux d'un sport de compétition. Je ne voulais même pas y aller, mais Laura a insisté pour que nous fassions acte de présence. On ne peut pas laisser les voisins parler, avait-elle dit, en me dépassant sans contact visuel. Alors nous sommes allés ensemble, techniquement, mais quand nous sommes arrivés, Laura s'est presque instantanément évanouie, cocktail à la main, se mêlant à un cercle de rires bruyants et de verres qui s'entrechoquent. Je suis resté près de la glacière, hochant la tête à des visages familiers, sirotant un soda tiède parce que je ne me faisais pas confiance avec un verre à la main. La nuit venait de tomber, et les guirlandes lumineuses accrochées dans la cour donnaient à tout une douce lueur dorée. Les gens riaient. Les enfants couraient avec des bracelets lumineux. Et l'odeur du barbecue persistait comme un réconfort que je ne pouvais pas sentir. J'ai vu Laura de l'autre côté de la cour. Elle se tenait dans un petit cercle. Joël, sa femme, deux autres voisins et amis. Et puis je l'ai entendu, assez fort pour couper la musique. Il ne mérite pas mon intimité. Les rires se sont éteints. Le groupe est devenu silencieux. Très silencieux. Comme si quelqu'un avait levé l'aiguille d'un tourne-disque. Je me suis figé. Mes oreilles bourdonnaient de ces mots, comme si les mots eux-mêmes avaient un poids. Lourd, tranchant, conçu pour couper l'air et atterrir directement dans ma poitrine. Je n'ai pas bougé, je n'ai rien dit, mais j'ai senti mon visage se crisper, de la même manière qu'on se prépare quand quelqu'un vous jette un verre. Non pas parce que ça fait mal, mais parce que tout le monde regarde. Laura souriait, à moitié ivre, se délectant de sa propre audace. C'est là que c'est arrivé. Amy a fait un pas en avant et, haussant les épaules, d'une voix si calme qu'elle a coupé plus que toute autre chose, a dit « Eh bien, je suppose qu'il l'obtiendra de moi. » Le silence est tombé comme un rideau. On a entendu quelqu'un tousser. Le craquement d'une canette de bière qu'on ouvre. Rien d'autre. Le sourire de Laura a vacillé. Elle a cligné des yeux comme si elle ne pouvait pas traiter ce qui venait de se passer, comme si elle avait lancé une grenade et que quelqu'un d'autre l'avait ramassée pour en retirer la deuxième goupille. Je me suis tourné vers Amy, le cœur battant la chamade, ne sachant pas si j'étais plus surpris par ses paroles ou par la façon dont elle les avait dites. Calme, confiante, imperturbable. Elle n'a même pas regardé Laura. Elle s'est simplement tournée vers moi, m'a adressé le plus léger des sourires, et a traversé la foule, se dirigeant vers l'entrée de l'allée. Et je l'ai suivie, non pas parce que je savais ce que je faisais, mais parce que rester immobile ne semblait plus être une option. Nous avons marché sans parler jusqu'à sa voiture, garée le long du trottoir, sous un lampadaire. Elle s'est appuyée contre la portière du conducteur, croisant les bras comme si elle me défiait de poser des questions.
Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai regardé vers la cour. À travers les haies, je pouvais à peine distinguer Laura, figée. Son visage sans expression, avec quelque chose qui ressemblait à de la panique. Tu n'avais pas à faire ça, ai-je finalement dit. Amy a incliné la tête. Non. Je veux dire, elle t'humiliait. Amy a interrompu sa voix, même devant des gens qui faisaient semblant de ne pas écouter mais qui l'entendaient certainement. Oui, j'ai remarqué, ai-je ouvert la bouche pour répondre, mais elle a de nouveau interrompu, doucement mais fermement. Tu ne méritais pas ça, Marc. Personne ne le mérite. Pendant un moment, nous sommes restés là, sous la lueur du lampadaire, la fête étouffée bourdonnant encore en arrière-plan. Je me sentais comme une statue ancrée par la confusion, la gratitude, la honte, quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Les yeux d'Amy se sont adoucis. Écoute, je n'essayais pas de créer de problème, a-t-elle dit. Mais je t'ai vu porter ce mariage comme un sac à dos rempli de pierres, et je me fiche de ce que dit quiconque. L'amour n'est pas censé laisser des bleus. J'ai dégluti. Elle a cherché la poignée de la portière. Tu as besoin d'un lift? J'ai hésité une seconde, puis j'ai hoché la tête. En montant sur le siège passager, quelque chose a changé. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que je ne quittais pas quelque chose de brisé. Je me dirigeais vers quelque chose de réel. Amy n'a pas démarré la voiture tout de suite. Nous sommes restés assis sous un ciel étoilé. La nuit nous enveloppait doucement, comme si elle voulait que nous parlions, mais sans nous presser. Aucun de nous n'a bougé. Le silence n'était pas tendu. Il n'était pas gênant. Il était serein. Le genre de silence qui vous permet de respirer pour la première fois après avoir retenu votre souffle trop longtemps. Elle m'a regardé du coin de l'œil, ses doigts tapotant doucement sur le volant. Ça va? J'ai regardé mes mains. Je ne sais pas, Amy a hoché la tête lentement, comme si elle comprenait plus que je ne pouvais le dire. C'était difficile de voir ça. Elle n'aurait pas dû dire ça. J'ai laissé échapper un petit rire fatigué. Ce n'était même pas la pire partie. La pire partie, c'est que ça ne m'a pas surpris. Ses yeux sont restés dans les miens un peu trop longtemps. Tu mérites mieux. Nous avons parlé, pas de la fête, pas de Laura, mais de la vie. De la façon dont Amy n'avait jamais prévu d'être celle de sa famille à défendre le mariage de quelqu'un d'autre. De la façon dont elle pensait que l'amour avait une certaine apparence, des dîners aux chandelles, de grands gestes, jusqu'à ce qu'elle réalise que le vrai se trouvait dans les petites gentillesses et la constance. Je lui ai dit que je pensais la même chose autrefois. Nous avons parlé pendant près d'une heure, les vitres baissées, l'air chaud de l'été nous enveloppant comme un secret. Elle m'a raconté comment elle avait remarqué la façon dont Laura me regardait sans me voir. J'ai admis que j'avais oublié ce que c'était que d'être vu. À un moment donné, nos mains se sont effleurées sur la console centrale. Aucun de nous ne s'est retiré, mais nous ne nous sommes pas embrassés. Il n'y a pas eu de romance soudaine, pas de moment dramatique, juste une respiration partagée, une pause où quelque chose aurait peut-être pu se produire, mais ne s'est pas produit. Parce que parfois, l'intimité la plus importante n'est pas physique. C'est de pouvoir s'asseoir avec quelqu'un au milieu de sa tempête et de ne pas se sentir seul. Finalement, j'ai soupiré et me suis adossé. Je devrais rentrer à la maison. Amy a hoché la tête, mais sa voix était douce. Tu en as envie? Cette question m'a frappé plus fort que prévu, car je ne savais pas. Je l'ai regardé une dernière fois, je l'ai vraiment regardé, et j'ai dit, merci de m'avoir défendu ce soir. Son sourire était petit mais sincère. Tu n'en avais jamais besoin, mais je voulais le faire. Elle m'a déposé au bout de l'allée. J'ai regardé ses feux arrière s'estomper dans l'obscurité. Et quand j'ai franchi la porte d'entrée, Laura était dans la cuisine, le téléphone à la main, agissant comme si de rien n'était. Elle ne m'a même pas demandé où j'étais. Mais pour une fois, ça m'était égal, car ce n'est pas que j'étais perdu. J'avais juste retrouvé le premier morceau de moi-même. Le lendemain matin était étrange. Pas de façon dramatique. Pas de cris, pas de porte qui claque, juste quelque chose dans l'air qui ne correspondait pas au soleil qui entrait à flot par les fenêtres. Une déconnexion, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Laura se tenait dans la cuisine dans son peignoir, parcourant son téléphone tout en remuant la crème dans son café. Le tintement de la cuillère contre la tasse était trop régulier, trop théâtral, comme si elle avait besoin du son pour combler l'espace entre nous. « Bonjour », dit-elle nonchalamment sans lever les yeux. « Bonjour »,
ai-je répondu, posant mes clés sur le comptoir avec un peu plus de force que nécessaire. Elle a bu une gorgée de café et m'a regardé du coin de l'œil, un soupçon de sourire aux lèvres. Trop doux, trop répété. Tu as bien dormi? Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Il y avait de légères ombres sous ses yeux, et le coin de sa bouche a tressailli juste assez pour trahir son calme. Oui, j'ai bien dormi, ai-je dit. Et toi? Elle a haussé les épaules. Le canapé n'est pas génial, mais ça, tu le sais déjà. Le silence s'est étiré une seconde de trop. J'ai ouvert le réfrigérateur, pris une bouteille d'eau et me suis appuyé contre le comptoir. C'est là que j'ai remarqué que son téléphone s'est allumé sur l'îlot derrière elle. Des notifications d'un chat de groupe, 3 d'affilée, puis rien. Laura l'a rapidement pris, a fait glisser son doigt sur l'écran, puis a hésité. Son pouce s'est attardé une seconde de trop avant qu'elle ne le pose face contre terre. C'est là que j'ai su que quelque chose était en train de s'effondrer. Elle n'avait toujours pas mentionné la fête. Pas un mot sur la blague qu'elle a faite ou la réponse d'amis ou la façon dont les yeux de tout le monde s'étaient détournés d'elle après que le silence ait englouti la cour. Mais les signes étaient là. Ce matin-là, son téléphone n'a pas vibré aussi souvent. Et quand il le faisait, les messages arrivaient avec hésitation, des demi-sourires qui s'estompaient avant d'atteindre ses yeux. Je l'ai regardée passer par ses applications comme si elle essayait de trouver un endroit où appartenir. Finalement, elle a posé son téléphone et m'a regardé. Tu es silencieux. J'ai bu une gorgée d'eau. Toi aussi. Elle a essayé de minimiser la chose avec un rire léger. On n'est pas toujours obligé de parler, Marc. Certaines matinées peuvent être juste comme ça. Mais ce n'était pas un silence né du confort. C'était autre chose. C'était elle qui réalisait que ces mots, ce moment bruyant et cruel à la fête, ne m'avaient pas seulement frappé moi. Ils avaient atterri partout. Et les gens réagissaient. Je n'ai rien eu à dire. Le changement se produisait sans mon aide. Il fallait juste que je le laisse faire. Vers midi, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu 2 messages non lus de 2 de nos voisins. Ça va, mec? Je voulais juste dire que j'ai vu comment elle t'a parlé. Ce n'était pas cool. Des mots simples, mais ils signifiaient plus que ce que j'attendais. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fixé l'écran, puis j'ai regardé Laura, qui était maintenant en train de texter furieusement, la mâchoire serrée. Elle a levé les yeux et m'a surpris en train de la regarder. Quoi? Rien. Non, sérieusement, quoi? Je me demande juste, dis-je, en gardant ma voix calme, si tu te souviens même de ce que tu as dit. Ses yeux se sont plissés, mais la confiance derrière eux s'est fissurée. C'était une blague. Ne me dis pas que tu vas t'accrocher à ça. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas à le faire. Elle a ricané, s'est levée et a commencé à débarrasser la table, même si le petit déjeuner était terminé depuis des heures. Les gens sont trop sensibles de nos jours. Ils agissent comme si un commentaire signifiait que le monde s'effondre. J'ai laissé le silence répondre pour moi. Son masque a glissé un peu plus. Plus tard dans la journée, je suis passé à côté de son téléphone sur le comptoir. Le chat de groupe était toujours ouvert. Sauf que cette fois, les messages avaient changé. Il n'y avait pas de nouvelles invitations, seulement des fils avec des réponses non lues. Et un d'une certaine Cara qui disait « Tu devrais probablement t'excuser ». Ce n'était pas cool. Laura n'avait pas répondu. Elle est juste restée à l'évier, lavant une seule tasse de café comme si c'était la seule chose qui la maintenait ancrée. Elle ne le savait pas encore, mais les conséquences avaient déjà commencé. Pas par une explosion, pas par une porte qui claque, mais par le lent et froid silence des gens choisissant qui croire. Et moi, pour une fois, j'étais d'accord de la laisser le ressentir. Amy et moi, nous n'avions rien prévu. C'est la première chose que je me suis dite. Nous n'avions pas prévu les rencontres hebdomadaires au café niché derrière l'épicerie ni les promenades au parc le dimanche après-midi. C'est juste arrivé naturellement, sans prétention, sans culpabilité. 2 personnes découvrant comment respirer à nouveau. Ça a commencé par une petite chose. Elle m'a envoyé un mème un matin, quelque chose sur les genoux des quadragénaires et les escaliers. J'ai ri plus fort que je ne l'avais fait depuis des semaines. Non pas parce que c'était la chose la plus drôle que j'ai vue, mais parce que c'était léger, facile. Nous nous sommes retrouvés au café plus tard cette semaine-là. Elle portait un pull crème ample et n'a pas essayé de se coiffer. J'ai aimé ça.
Elle ne s'est pas présentée avec un masque. Elle s'est juste présentée. Toujours le café noir, a-t-elle plaisanté, en se glissant dans la banquette en face de moi. Toujours le thé à la menthe, ai-je rétorqué. C'était comme ça. Amical, familier. Mais en dessous, quelque chose de plus chaud bouillait. Pas de passion, pas de désir, juste du réconfort, de la reconnaissance. Nous avons surtout parlé de la famille. De son enfance avec Laura, de la façon dont leurs parents avaient toujours privilégié les apparences à l'honnêteté, de la façon dont Amy a appris très tôt à lire entre les lignes. Je lui ai raconté comment mes parents avaient divorcé quand j'avais 14 ans et comment j'avais juré de ne jamais répéter leur silence. Elle a écouté sans interrompre. Ça, en soi, me semblait un cadeau. Au fil des semaines, j'ai remarqué des choses. Amy laissait toujours de la place à mes paroles. Elle ne me pressait jamais. Elle n'essayait pas de me réparer ou de tirer une morale de tout. Elle me laissait juste ressentir. Et j'ai réalisé que c'est ce qui m'avait manqué. Pas l'affection, ni même l'amour, juste le droit d'exister à côté de quelqu'un sans avoir à jouer la comédie. Un après-midi, après une longue promenade sur les sentiers de l'arboretum, nous nous sommes assis sur un banc près de l'étang. Les canards flottaient paresseusement. Des enfants se poursuivaient au loin. C'était l'heure dorée et le soleil déversait un doux ambre sur tout. Amy s'est tournée vers moi. Je peux te poser une question? Bien sûr. Veux-tu encore sauver ton mariage? La question m'a frappé en pleine poitrine. Pas comme une accusation, plutôt comme un miroir que j'avais évité. Je ne sais pas, ai-je dit sincèrement. Il y a une différence entre rester et survivre. Elle a hoché la tête lentement, regardant droit devant elle. C'est juste que, je respecte que tu aies été prudent, que tu ne précipites rien, que tu crois encore au vœu. Je l'ai regardé. Oui, je crois, ou je croyais, mais un vœu nécessite deux personnes. Une personne ne peut pas le maintenir seule. C'est le plus près que je me sois approché de l'admettre à voix haute, que l'homme qui croyait encore au mariage commençait à croire davantage en lui-même. Amy a souri doucement, comme si elle comprenait, et c'est là que j'ai su que quelque chose de vital avait changé. Je ne cherchais plus de validation. Je n'attendais plus que Laura remarque le trou qu'elle avait creusé dans notre vie. Car Amy n'a pas seulement vu le trou, elle m'a vu à travers lui. Et quand quelqu'un vous voit comme ça, sans broncher, sans vous demander de vous ratatiner, cela vous fait remettre en question pourquoi vous vous êtes un jour contenté d'être invisible. Ça a commencé par quelque chose de simple. Je cherchais la vieille lampe de poche, celle que nous utilisions pendant la panne de courant de l'hiver dernier. Laura l'avait rangée quelque part, et avec des orages prévus à nouveau, j'ai pensé qu'il valait mieux être préparé. Le grenier sentait ce que sentent les choses oubliées, le carton, la poussière et le temps. J'ai tiré la chaîne de l'ampoule nue, et la lumière s'est déversée sur des tas de décorations saisonnières et des boîtes que nous n'avions pas touchées depuis notre déménagement. Je ne m'attendais pas à trouver quoi que ce soit d'important. Puis je l'ai vu. Une boîte à chaussures nichée derrière une pile de tubes de papier cadeau et un seau d'Halloween fissuré. Rien à l'extérieur, juste du carton brun uni. Mais à la seconde où je l'ai ouverte, j'ai su. Au début, c'était innocent. Quelques vieilles cartes de la Saint-Valentin, du genre avec des cœurs à paillettes et des jeux de mots ringards. Puis sont venues les notes, aguicheuses, manuscrites, pliées comme le font les adolescents en classe. Et puis, au fond, sous une enveloppe froissée, il y avait les photos. 5 d'entre elles. Laura souriant avec un autre homme, son bras autour de sa taille, ses lèvres sur sa joue. Les dates étaient gravées dans les coins de chaque photo comme des cicatrices. Et c'est ce qui a fait que mon cœur s'est arrêté, car elle datait du début de cette année, juste au moment où elle avait cessé de me toucher, de rire avec moi, de faire des efforts. Mes mains tremblaient. Pas de rage, pas de chagrin, mais de quelque chose de plus profond, une prise de conscience froide et mesurée. Car soudain, toutes les pièces manquantes se sont emboîtées. Sa distance, sa moquerie, sa petite blague cruelle à la fête. Ce n'était pas seulement un éloignement émotionnel. C'était une couverture, une diversion pour s'assurer que je me blâmerais au lieu de réaliser la vérité. Je me suis assis sur le sol du grenier avec cette boîte sur mes genoux. L'ampoule au-dessus de moi bourdonnait faiblement, projetant une lueur jaune sur les preuves que je n'avais pas demandées, mais que je ne pouvais plus ignorer maintenant. Et je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté là, à regarder. Car il y a un type de chagrin qui n'éclate pas. Il s'installe comme un poids que vous n'étiez pas censé porter,
mais que vous réalisez maintenant avoir porté depuis le début. Finalement, j'ai tout remis dans la boîte. Non pas parce que je voulais le cacher, mais parce que je savais exactement ce que je devais faire ensuite. Quand je suis enfin redescendu du grenier, Laura était dans le salon, regardant la télé, les jambes repliées sous elle, son téléphone face contre terre sur le coussin à côté d'elle. Elle a levé les yeux, mais seulement brièvement. « Tu as trouvé la lampe de poche ?»« Pas encore, » ai-je dit, et je suis passé à côté d'elle sans un mot de plus. Elle n'a pas remarqué le changement dans ma voix. Elle n'a pas remarqué l'immobilité de mes pas, mais quelque chose en moi s'était calmé. Ce désir aigu et agité qu'elle me voie, disparut. Je ne cherchais plus. Je me préparais. La cuisine sentait les oranges et le savon à vaisselle. Laura se tenait à l'évier, fredonnant un air faux tout en rinçant un verre, complètement inconsciente de l'homme qui entrait dans la pièce avec une boîte de confiance brisée et un dossier de finalité. Je n'ai pas parlé tout de suite. Je suis juste resté là, l'observant depuis le seuil. La femme avec qui j'avais construit une vie, mémorisée à travers 1000 matins et 1 million de routines familières. Mais ce matin, c'était une étrangère portant la peau de Laura. « Laura » ai-je dit. Elle s'est retournée, séchant toujours le verre avec un torchon. « Et, tu as trouvé cette lampe de poche ?» Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai placé la pile de papier sur le comptoir entre nous. Net, propre, définitif. Ses yeux sont tombés sur eux. Elle a cligné des yeux une fois, puis une autre. « Qu'est-ce que c'est ?» Sa voix était à peine un murmure. « Tu sais ce que c'est. » Le torchon a glissé de ses mains, tombant dans l'évier avec un doux plouf. Elle s'est approchée, parcourant la première page, sa bouche s'entr'ouvrant légèrement en lisant les mots en gras, pétition de dissolution de mariage. Marc, a-t-elle commencé, la voix fine, tremblante. Attends, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas crier. Je ne vais même pas demander pourquoi, ai-je dit, la voix calme, trop calme. Parce que j'ai trouvé les cartes et les photos. Je sais. Elle a pâli instantanément, comme si les mots lui avaient coupé le souffle. Je. A-t-elle balbutié. Je peux expliquer. Non, ai-je dit, coupant court doucement mais fermement. La vérité, c'est que tu ne peux pas, elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Elle a cherché les papiers comme si elle avait besoin de la preuve que cela se produisait vraiment. Ses doigts ont effleuré le coin, puis se sont retirés. Des larmes ont jailli dans ses yeux, rapides et maladroites, comme si elles n'avaient pas été répétées. Marc, s'il te plaît. Je ne voulais pas que tout ça. Quoi, ai-je demandé. Soit découvert ou ait de l'importance? Elle s'est effondrée sur la chaise de la table comme si ses jambes l'avaient lâchée. Je t'aime encore. Cette phrase, si automatique, si usée, m'a presque fait rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle était vide. Un substitut à une vérité qu'elle ne voulait pas affronter. Je pense que tu aimes le confort que je t'ai donné, ai-je dit. La stabilité, le silence. Tu aimais savoir que je ne partirais pas, elle a enfoui son visage dans ses mains. Tu ne comprends pas. J'étais si seul. J'ai coupé court. Alors tu as comblé le vide. Tu as choisi quelqu'un d'autre et tu m'as laissé dormir à côté d'un fantôme. Tu as ri de moi, tu t'es moqué de moi, tu m'as humilié. Elle a relevé la tête, son mascara déjà coulé. J'ai fait une erreur. J'ai merdé, mais je suis toujours là. Ça ne compte pour rien. J'ai secoué la tête, fermement. Non. Rester après le mal, ce n'est pas de l'amour, c'est de la culpabilité. Et la culpabilité ne construit rien. Ses épaules se sont affaissées. J'ai doucement glissé les papiers vers elle. Je les ai signés ce matin. Il ne manque que toi. Elle les a regardés comme s'il s'agissait d'une langue étrangère. Tu vas vraiment partir? C'est déjà fait. Tu ne t'en es juste pas rendu compte. Je me suis retourné pour partir, mais je me suis arrêté sur le seuil, regardant en arrière une dernière fois. Au fait, je n'ai jamais eu besoin de vengeance, Laura. Tu allais toujours être ta propre conséquence. Et sur ce, je suis sorti. La porte s'est refermée derrière moi. Silencieuse mais finale. Dehors, l'air sentait la pluie et quelque chose de plus propre, de nouveau. J'ai expiré pour ce qui m'a semblé la première fois depuis des années. Je ne savais pas exactement où j'allais encore, mais je savais ceci, je ne portais plus le poids des décisions de quelqu'un d'autre.
La route devant moi était calme. Pas ce calme étrange qui vous fait vous sentir petit. Non, c'était quelque chose de plus doux, comme si le monde avait enfin cessé de crier. Les lignes de l'autoroute s'étiraient devant, infinies et ouvertes. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti le besoin de faire demi-tour. Je conduisais avec les vitres à moitié baissées, une main sur le volant, l'autre posée à mes côtés, les doigts tapotant contre la portière au rythme d'une mélodie lointaine. La radio bourdonnait. Et puis, presque par réflexe, j'ai attrapé mon téléphone. Le nom d'ami était toujours épinglé en haut de mes messages. Un seul message non lu brillait comme une lanterne. Je sais que les choses changent, mais si jamais tu veux parler, ou juste t'asseoir et ne pas parler, je suis là. Simple. Sans pression. Juste elle, se présentant à nouveau sans attente. J'ai appelé. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Salut, a-t-elle dit doucement. Salut. Il y a eu une pause. Pas gênante, juste réelle, comme si nous savions tous les deux ce que cela signifiait et que nous ne nous pressions pas. Tu veux aller manger, ai-je demandé. Quelque part de tranquille. J'ai pu entendre le sourire dans sa voix avant qu'elle ne parle. J'espérais que tu appellerais. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant de la rue principale. Moitié café, moitié librairie. Le genre d'endroit où les gens chuchotent même quand ce n'est pas nécessaire. Elle était déjà là quand je suis arrivé, sirotant un thé, les cheveux relevés négligemment, un livre face contre terre à côté de son assiette. Elle s'est levée quand elle m'a vu, m'a donné une petite étreinte ferme, sans mots, juste cette douce pression qui en dit plus que le langage ne pourrait jamais le dire. Je me suis assis en face d'elle, et pendant un moment, nous nous sommes juste regardés. Il n'y avait pas besoin de se précipiter dans la conversation. Ça va, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. J'y travaille. Ses yeux ont scruté les miens, comme si elle cherchait des fissures dans les fondations. Et peut-être qu'il y en avait encore quelques-unes, mais elles ne semblaient plus être des faiblesses. Elles semblaient être de l'espace pour que de nouvelles choses poussent. Nous avons mangé lentement, parlé encore plus lentement, de l'étrange beauté de recommencer. De la douleur de quitter une vie pour laquelle on avait un jour prié qu'elle dure. De la différence entre être aimé et être choisi, et comment j'avais passé trop d'années à confondre l'un avec l'autre. Je pensais que l'amour signifiait ne jamais partir, ai-je dit à voix basse. Amy a incliné la tête. Et maintenant ? Maintenant, je pense que l'amour commence peut-être quand on arrête de s'abandonner soi-même pour que quelqu'un d'autre soit à l'aise. Elle a tendu la main sur la table et l'a posée sur la mienne. Sans hésitation, sans arrière-pensée. Tu n'as pas échoué, Marc, a-t-elle dit. Tu as juste arrêté de faire semblant. Et d'une manière ou d'une autre, cela a touché plus profondément que n'importe quelle excuse que Laura aurait pu offrir. Après le déjeuner, nous avons marché jusqu'à sa voiture, la même vieille Corolla déglinguée qu'elle avait conduite à cette fête d'anniversaire des semaines auparavant. La nuit où tout s'est effondré. Nous sommes restés sur le parking un moment de plus que nécessaire. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, ai-je admis. Amy a souri. Tu n'as pas à le savoir. Elle s'est penchée, posant légèrement son front contre le mien. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, je ne me suis pas senti brisé. Je me suis senti libre. Thanksgiving est arrivé vite. Trop vite, peut-être. À un moment, je signais des papiers. Le suivant, je forgeais un nouveau rythme dans une vie qui ne tournait plus autour des humeurs de quelqu'un d'autre. Les feuilles ont changé de couleur, la maison est devenue plus silencieuse, mais pas de ce silence lourd et creux que j'ai connu autrefois. Celui-ci avait de l'espace pour respirer. Quand Amy m'a invité pour Thanksgiving chez sa famille, j'ai hésité. C'est juste un repas, a-t-elle dit. Pas de pression. Pas d'annonce. Tu n'as même pas besoin d'apporter quoi que ce soit. Viens juste. J'ai apporté une tarte quand même. Achetée au magasin. Encore chaude. En nous approchant de la maison de ses parents, une vieille maison coloniale avec un porche enveloppant et une odeur de cannelle qui vous frappait dès que la porte s'ouvrait, j'ai réalisé que je ne me sentais pas comme un invité. Je me sentais comme quelqu'un qui revient à quelque chose de bien. Sa famille m'a accueilli naturellement, comme s'ils avaient tous décidé en silence qu'ils n'allaient plus prendre parti. Peut-être avaient-ils déjà choisi avant même que je ne mette un pied dans la porte. Nous sommes entrés dans la salle à manger, une longue table en chêne habillée de couleurs automnales, entourée de rires et du faible bourdonnement de la conversation.
Ami m'a légèrement touché le bras en me guidant vers le siège à côté du sien. Sa main est restée là une seconde de plus que nécessaire. Puis la pièce est devenue silencieuse. Laura est arrivée en retard, seule. Elle semblait plus mince, pas physiquement, mais comme si quelqu'un lui avait coupé les parties qui puisaient l'énergie des autres. Elle portait un sourire poli, du genre que les gens utilisent quand on a parlé d'eux mais qu'ils font semblant de ne pas l'avoir remarqué. Ses yeux se sont posés sur moi, puis sur Ami, puis sur nos mains, nonchalamment posées ensemble sur la table. Elle n'a rien dit, a juste hoché la tête et a pris place près de l'autre extrémité, entre deux cousins éloignés qui lui ont à peine jeté un regard. Le dîner a été servi. Le tintement des couverts, le doux murmure des histoires, les bruits d'une famille faisant ce que les familles font quand elles sont entières. Et à travers tout cela, Laura est restée assise en silence, sirotant son vin, attrapant occasionnellement la corbeille à pain comme si cela pouvait l'ancrer à quelque chose qui lui semblait encore familier. Mais personne ne s'est penché vers elle. Personne ne lui a demandé ce qu'elle avait fait. Personne n'a comblé le silence qu'elle contrôlait autrefois avec du sarcasme ou des regards vifs, car la pièce avait changé, et pas en sa faveur. À un moment donné, je l'ai surprise en train de regarder de l'autre côté de la table. Pas moi, pas Ami, mais l'espace que nous occupions ensemble. La facilité, les rires tranquilles, les regards subtils échangés sans peur. Elle n'était pas en colère. Elle était vide. C'est là que j'ai su qu'il n'y aurait jamais d'excuses dramatiques. Pas de rédemption de dernière minute. Les conséquences de Laura ne sont pas venues sous forme de flamme. Elles sont venues sous forme de silence, Dieu qui ne se tournait plus vers elle pour obtenir son approbation, de conversations qui continuaient sans elle, d'une fête qui se sentait pleine même si elle était là. Plus tard dans la soirée, après le dessert, Ami et moi sommes sortis sur le porche. L'air était froid, vif, débordant de cette quiétude post-festin. Elle m'a tendu une tasse de cidre et s'est appuyée contre la rambarde. « Ça va ?» a-t-elle demandé. J'ai regardé en arrière par la fenêtre, les rires, la lumière des bougies, le siège que Laura avait laissé vide sans que personne ne s'en aperçoive. « Oui », ai-je dit. « Ça va. » Ami a posé sa tête sur mon épaule. Et juste comme ça, la nuit s'est refermée, non pas avec finalité, mais avec clarté. J'avais passé des années à supplier quelqu'un de me voir. Et maintenant, j'étais entouré de gens qui ne détournaient jamais le regard. Alors voilà ce que je sais. On n'obtient pas toujours le tournant sous forme d'excuses. Parfois, on l'obtient dans la façon dont les gens choisissent de rester et comment d'autres s'évanouissent silencieusement. Parfois, la justice la plus bruyante est de bien vivre là où ils peuvent vous voir. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager vos pensées ci-dessous. Qu'auriez-vous fait si vous étiez Marc ?